Merci, oui, donc merci à vous d'être avec nous aujourd'hui et merci à Pierre pour cette présentation. On va continuer un petit peu avec des questions d'ordre général pour commencer. Vous avez écrit en 2014 le livre Je crise climatique, ma planète, ma chaudière et moi. Vous produisez et vous vous exprimez beaucoup au sujet de l'écologie. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'écologie dans votre carrière? En fait, l'écologie, comme ça pouvait transparaître un peu dans la petite introduction, vous m'entendez bien quand je parle comme ça? Moi, l'écologie, c'est venu vraiment dans un second temps, en fait, dans mes centres d'intérêt. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, à la fin du XXe siècle, je ne travaillais pas du tout sur l'écologie et j'ai mis un peu de temps à y venir dans le sens où, au départ, j'étais beaucoup plus intéressée par les questions sociales un peu classiques, je dirais, questions de pauvreté, d'inégalité. Et en fait, je suis venue à l'écologie par la question du climat. Du dérèglement climatique. Et je suis venue à la question du dérèglement climatique par les mobilisations altermondialistes qui étaient donc ces mobilisations à la fin des années 90, début des années 2000, qui ont tenté de mobiliser des collectifs, des habitants, des mouvements contre, à l'époque, ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale. Et notamment, à l'époque, c'était beaucoup des mobilisations contre l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international. C'est un espace comme ça très internationaliste et qui essayait de s'opposer aux réformes structurelles, à l'orthodoxie budgétaire, etc. Et en fait, dans ces espaces-là, au départ, je suis venue comme journaliste, et puis en fait, assez rapidement, j'ai voulu prendre part, mais en tant que personne, en tant que moi-même et pas en tant que journaliste uniquement. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré des activistes britanniques qui étaient très en avance en fait par rapport aux discussions qui avaient lieu en France à ce moment-là. Et dès donc les années 2005-2006, on commençait à me parler du changement climatique, m'ont envoyé des articles du Guardian, m'ont envoyé des livres. Je me souviens d'un livre de George Monbiot, qui est un éditorialiste du Guardian, qui est un ancien activiste de Reclaim the Streets. Et en fait, si vous voulez, là où, enfin, pour moi, ça a été en fait un choc intellectuel très fort parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience d'une sorte de renversement de l'ordre du monde et ce qui m'a en fait aussi un peu fascinée, je dois le dire, c'est de me rendre compte que comment en fait des objets, des services qui pouvaient me paraître complètement anodins, complètement quotidiens, une autoroute, un aéroport, une grande surface. Donc vraiment des choses, des infrastructures quotidiennes, ou en tout cas routinières, de la vie d'une occidentale de la fin des années, de la fin du XXe siècle, en fait, prenait une toute autre dimension et prenait une dimension alors écocidaire. Alors à l'époque, on ne disait pas écocidaire. Aujourd'hui, on dirait ça pour aller plus vite. À l'époque, on tournait un peu autour de l'idée que, mais ce qui était voilà, la promesse d'une facilité moderne, d'un confort moderne, tout simplement, était en train de complètement se retourner contre nous. C'est un peu comme ça que je me le représentais à l'époque. Et en fait, à l'époque, pour la petite histoire, je travaillais sur l'art contemporain. Donc, j'étais beaucoup dans l'art, j'étais beaucoup avec des artistes, beaucoup dans les œuvres. Et c'est pour ça que cette question de l'imaginaire, des représentations, en fait, moi, elle ne m'a jamais quittée parce que finalement, j'ai découvert aussi un autre imaginaire en me plongeant dans ces histoires d'écologie. Et ça me saisissait aussi d'un point de vue quasiment esthétique, en fait. Et donc voilà une longue réponse à votre question. Mais moi, l'écologie, ouais, c'est passé par le climat. Et en fait, le climat, je pense, parce que le climat, à l'époque, encore une fois, peut-être que c'est un peu différent maintenant, je me rends compte avec des gens plus jeunes avec qui je discute, mais pour moi, à l'époque, le climat, là où ça m'a permis de m'approcher de l'écologie, c'est que c'était très lié aux questions sociales. C'est-à-dire que parler de dérèglement climatique, c'était parler d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'était parler d'activités humaines, donc de systèmes productifs et de modes de vie, donc c'était codé en politique humaine.
Et c'est après quelques années que j'ai été amenée à m'intéresser beaucoup plus à la question de la biodiversité, à la question de la protection des espèces, de se relier aux non-humains. Donc là, tout ce qu'ont pu apporter tout un tas d'auteurs dont on parlera peut-être. Mais c'est vrai que c'est venu dans un second temps parce que dans le climat, il y avait cette dimension sociale et politique qui me permettait de relier en fait cette question écologique à ce qui était présent dans ma culture politique et intellectuelle de ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Et donc, on va continuer un petit peu parce que vous êtes avant tout journaliste autour de cette idée d'engagement dans le journalisme. Donc, vous êtes chez Mediapart depuis 2008. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce média? Et une seconde question, comme plusieurs des cofondateurs de Mediapart viennent du journal Le Monde, on peut imaginer que la création d'un nouveau média répondait pour eux à une volonté particulière. En quoi, pour vous, Mediapart se différencie des médias classiques? Okay. Merci de me poser ces questions. Donc, Mediapart, c'est un site, c'est un média en ligne que nous appelons journal, mais qu'on peut plus précisément décrire comme un média en ligne. C'est un média qui, quand il s'est créé, en fait, était complètement à part dans le paysage médiatique français parce qu'il était uniquement en ligne. Et à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Il était généraliste et il était payant. Et à l'époque, ça paraissait incongru de vouloir créer un média d'information sérieuse sur Internet payant. Mais nous, en fait, c'est le modèle qu'on défendait. Et aujourd'hui, en fait, on est complètement confirmé en fait dans cette intention initiale, qui était l'intention, enfin qui était l'intuition et l'intention d'Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart. L'idée était que l'information est un bien précieux et que ce bien, en fait, n'existe que parce que des personnes travaillent à la produire et que ce travail doit être rémunéré. Ça, c'était la première chose fondamentale. La deuxième chose, tout aussi fondamentale, c'était de considérer que pour produire une information de qualité, il faut des médias d'information indépendants d'un point de vue capitalistique, indépendants aussi du point de vue de leurs ressources. Et donc, très concrètement, ça voulait dire un média sans publicité pour ne pas dépendre des annonceurs. Et ça voulait dire un média au capital duquel ne se trouve aucun capitaine d'industrie, aucun grand actionnaire d'entreprise du CAC 40, aucune puissance industrielle, économique ou financière, et que sans ça, en fait, l'indépendance, le travail de production d'une information indépendante est très mise en danger. Ça, c'était vraiment le projet de Mediapart dès le début. À l'époque, on avait un slogan qui disait « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Donc, c'était vraiment l'idée que, en fait, nous dépendons de nos lecteurs et avec l'idée d'une adhésion. Ça, c'était beaucoup la manière dont Edoui Plenel, à l'époque, décrivait la situation. Il demandait aux gens d'adhérer à Mediapart, au double sens du terme, une adhésion financière, donc l'abonnement, qui est encore aujourd'hui notre seul moyen de financement, et une adhésion à ce projet d'un média indépendant. Donc, on a commencé, on était vraiment une toute petite chose d'une vingtaine de salariés. Et aujourd'hui, donc, on a un média quand même beaucoup plus installé et avec environ, je ne sais jamais, mais 120 ou 130 salariés. En tout, avec à peu près la moitié de journalistes. Donc, la rédaction s'est beaucoup développée, mais les autres métiers se sont beaucoup développés aussi. Et en quoi, alors, le lien avec Le Monde, évidemment, Edoui Plenel ou François Bonnet ou Laurent Mauduit, qui sont les cofondateurs de Mediapart, qui venaient du Monde, ils en parleraient beaucoup plus précisément que moi. Mais en gros, je ne pense pas les trahir en disant qu'ils ont créé Mediapart parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce que Le Monde, à l'époque, était devenu, parce que, entre-temps, les choses ont changé de différentes manières. Mais bon, pour faire court, ils n'étaient plus d'accord avec ce qu'ils percevaient comme étant un journal trop près du pouvoir, trop près des pouvoirs, qu'ils soient des pouvoirs politiques, gouvernementaux ou des pouvoirs économiques. Et donc, avec l'idée de Mediapart, plutôt Mediapart était une manière aussi pour eux de penser un média comme un
contre-pouvoir, ce qu'on a beaucoup dit au début de Mediapart. Et ça a tombé au moment où, en fait, on s'est créé donc, en 2008, c'était juste après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et donc, c'est vrai que très vite, en fait, on s'est d'autant plus retrouvé en position de contre-pouvoir que, par ailleurs, à côté de nos enquêtes, qui est vraiment, je dirais, un peu l'ADN journalistique de Mediapart, c'est publier des enquêtes, et je peux revenir dessus après. Et à côté de ces enquêtes, il y avait aussi des engagements politiques portés par le journal, par exemple, contre la fermeture des frontières, donc en solidarité avec les personnes migrantes, très critique des politiques qu'on considérait comme beaucoup trop favorables aux grandes fortunes, contre le tout sécuritaire que portait à l'époque Nicolas Sarkozy. Et ce qui fait que donc, dans ces premières années, en fait, ce qui s'est formé d'une culture Mediapart et qui reste aujourd'hui vivante, même si les choses ont un peu évolué, c'est donc un peu ces deux jambes, si je puis dire, vraiment de l'enquête dans le sens le plus classique du journalisme d'enquête possible, c'est-à-dire avec la vérification des faits, le contradictoire, la multiplication des sources, et enquête au sens où des recherches, une forme de recherche, et sur un temps plus court que dans un laboratoire scientifique, une forme de recherche de vérité, d'informations qui ne sont pas sur la place publique, mais dont nous considérons comme collectif de journalistes qu'elles participent de l'intérêt général. Bon, ça fait un peu pompeux, on peut reprendre des exemples plus précis après, mais c'est pour vous donner un peu le cadre dans lequel nous, on s'inscrit, qui est toujours le cas aujourd'hui. Et à côté de ça, nous, ce qu'on considère, c'est que fort en fait de ce travail très rigoureux, le plus rigoureux possible en tout cas, très exigeant de vérification d'informations, fort de des informations que ça nous donne sur notre société, sur telle entreprise, sur tel chef d'entreprise, sur tel ministre, etc. Fort de cela, on considère que dans certains cas et dans une certaine mesure, c'est pas non plus tous les jours, il y a des moments où on peut porter des interpellations, voilà ce que Edoui Plenel appellerait des interpellations démocratiques et qui sont des formes de discours en tant que média sur l'état d'une société et qui font partie de ce que nous, on considère être une manière d'être dans la société. Et je peux finir là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'une des critiques que les fondateurs de Mediapart avaient vis-à-vis de ce qu'ils avaient pu connaître au journal Le Monde à l'époque, c'était un journal qui pouvait ressentir comme un peu, parfois, un peu au-dessus, se plaçant un peu au-dessus de tout un tas de gens. Alors que nous, à Mediapart, ce qu'on essaie de pratiquer le plus possible, c'est d'être dans la société, donc dans les débats de la société. Donc pour nous, c'est une manière, en gros, de participer aux discussions. C'est aussi une manière d'être le plus possible avec les gens. Enfin, moi, ça me paraît hyper important quand on est journaliste, mais c'est valable pour plein d'autres métiers. C'est pas parce qu'on est journaliste et donc qu'on a, quand on est comme moi salarié, donc voilà, protégé et, dans un journal, un média qui nous offre des conditions objectivement matérielles très confortables, avec des bons salaires, etc. Il faut surtout pas s'enfermer. Enfin, ça serait pour moi complètement contradictoire, quoi, avec notre rôle de s'enfermer dans un entre-soi un peu chouette, très élitiste. Voilà, et ça, c'est je pense, une tentation, un écueil qui concerne plein de métiers, qu'on soit haut fonctionnaire, qu'on soit donc journaliste bien payé, qu'on soit, j'en sais rien, un cadre d'une entreprise. Voilà, on peut assez vite se faire rattraper par un cocon matériel qui peut rapidement devenir un entre-soi de sensibilité, d'affinité, plus ou moins politique. Il faut faire hyper gaffe à ça parce qu'au contraire, on est dans un moment où plus que jamais, il faut tisser un maximum de liens entre les mondes sociaux et entre les catégories, parce que les inégalités sont tellement fortes qu'il faut tout faire pour résister aux effets d'éloignement qu'elles peuvent créer. Et donc, voilà, c'est notre manière, en fait, une de nos manières de résister à ça, c'est de ne pas avoir peur d'aller en manif et, voilà, de rencontrer un maximum
de personnes, de répondre aux invitations comme les vôtres, mais enfin, comme plein d'autres. Et ça fait vraiment partie, moi, je considère, de mon travail, en fait. Dans votre réponse, vous commencez à aborder la notion d'engagement en expliquant que Mediapart se distingue de certains médias classiques. Comment vous vous positionnez par rapport à cette qualification de journaliste engagé? Bon, alors évidemment, c'est une question qui est très sensible parce qu'il y a peu en réalité de journalistes qui se définissent comme engagés. Et qu'au sein de Mediapart, là, je vous ai décrit un peu une culture générale de notre média, mais au sein de l'équipe, en fait, on n'a pas du tout, toutes et tous, le même rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai d'éminents collègues qui, eux, ne voudraient surtout pas apparaître comme engagés. Donc, pour préciser, bon, moi, c'est une position que j'assume plus que je ne la revendique, mais je me suis rendu compte, en fait, au fil des années que c'était peut-être intéressant de l'assumer publiquement. Alors, qu'est-ce que j'entends par journaliste engagé? Au fond, je crois que la personne qui a le mieux expliqué ce que j'essaye de dire en assumant cette position-là, c'est un anthropologue qui s'appelle David Graeber. David Graeber. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. Graeber, c'est Graeber. C'est un anthropologue états-unien, mais qui vivait en Angleterre, qui est mort il y a 2 ans. Et je crois que c'est une des rencontres que j'ai faites dans ma vie qui m'a le plus marquée humainement et intellectuellement. Et en gros, c'était un anthropologue hyper fort qui a écrit un livre assez magistral sur l'histoire de la dette. Et là, plus récemment, a été traduit en français un livre qu'il a coécrit avec un autre anthropologue, David Wengrow, et qui en français s'appelle Au commencement... Tout était au commencement était 3 petits points. Bon, ça c'est la traduction française. Et que disait David? Et c'était par ailleurs quelqu'un qui était de culture et de pratique anarchiste. Alors que disait David Graeber? Il disait en fait quel pourrait être le sens de faire un travail de sciences sociales, donc d'observation de société, de travail très précis sur une société, si ce n'est pas pour essayer de contribuer à sa transformation pour le mieux. Et donc, en disant ça, il disait en fait, attention, quand on est dans une position scientifique, il y a toujours le risque de se contenter d'être un observateur ou une observatrice qui regarde, qui ausculte, qui met place sous son microscope à des phénomènes fascinants, mais qui s'en tient à distance. Mais à quoi ça sert, en fait, de faire ça si c'est juste pour observer? Et moi, c'est un peu comme ça que je vois mon rôle de journaliste. À quoi ça servirait de passer autant de mois ou autant de semaines à enquêter sur tel site de pollution ou les problèmes dans telle centrale nucléaire ou la manière dont la haute administration a d'emblée œuvré pour vider de son sens la loi climat résilience, enfin, pour prendre des exemples récents d'articles sur lesquels j'ai travaillé. Quel serait le sens de ça si je ne publiais pas ces informations dans l'espoir que ça puisse contribuer à une forme de transformation sociale? Alors, modestement, je ne considère pas du tout que tout se joue dans mes articles, ce n'est pas ce que je veux dire, mais dans le but d'alerter les lecteurs, de leur dire, mais regardez comment ça se passe, est-ce qu'il faut vraiment que ça se passe comme ça? Ne faudrait-il pas que ça se passe différemment? Donc moi, c'est ça que j'entends quand je parle un engagement de journaliste, c'est dans le sens de œuvrer pour contribuer à une transformation qui, quand on prend au sérieux les questions d'écologie, en fait, cette transformation de la société, elle doit être gigantesque, elle doit être radicale. C'est pourquoi, par ailleurs, à Mediapart aussi, depuis longtemps, on critique cette notion de transition écologique ou transition énergétique, et qu'on dit non, en fait, c'est pas transition. Enfin, bien sûr qu'il faut une transition dans le sens où il faut aller d'un point à un autre et qu'il faut le faire de manière intelligente, socialement acceptable, démocratiquement correcte, bien sûr. Mais transition est devenu tellement le synonyme de
changer un tout petit peu, changer le moins possible, que non, aujourd'hui, on défend plutôt l'idée qu'il s'agit de rupture, il s'agit de basculement, il s'agit de bouleversement, et que du coup, le fait de travailler sur l'écologie, donc d'abord sur le climat, pendant plusieurs années à Mediapart, aujourd'hui, je travaille majoritairement sur les enjeux de pollution et de ce que j'appelle écologie urbaine, donc l'écologie dans les villes, donc notamment toutes les questions de bétonnage, de construction, d'aménagement, d'infrastructures, etc. Et ben, plus on s'approche de ces sujets, plus on se rend compte à quel point l'écart est énorme entre les discours qui sont portés par les dirigeants. Bon, je fais un peu une sorte de grosse généralité, sans doute très énervante, mais c'est pour me faire comprendre. L'écart est énorme entre les discours de la plupart des dirigeants et la réalité de leurs pratiques. Et que pour bousculer ça, en fait, c'est tellement cet écart-là, il est tellement le produit et l'assise de systèmes de pouvoir que pour bousculer ça, il ne faut pas le dire poliment, en fait. Il ne faut pas demander gentiment à telle ou telle entreprise d'arrêter de faire du lobbying dans les cabinets ministériels. Non, il faut y aller fortement. Alors, il faut y aller sérieusement. Et donc, c'est pour ça, c'est le côté enquête, rigueur de l'enquête, vérification des faits. Il faut d'autant plus on assume une position d'engagement, d'autant plus il faut être irréprochable sur ces enquêtes. En tout cas, le plus possible, parce que tout le monde fait des erreurs, moi y compris. Et donc voilà, il ne faut pas s'imaginer du tout au-dessus du reste des mortels. Mais moi, je pense que c'est cette énergie-là, en tout cas. Donc, quand je parle d'engagement, de journalistes engagés, c'est une question d'énergie. C'est cette énergie-là des moments où il faut renverser la table, quoi, et dire, ben non, en fait, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer à détruire les terres agricoles en Île-de-France. Ce n'est pas possible de faire vivre des familles à côté d'usines qui sont hyper polluantes et de ne pas avoir le dispositif adéquat de suivi et de mesure de ces pollutions. C'est pas possible dans le sens, c'est pas acceptable. Et que par rapport à ça, nous, journalistiquement, je pense qu'on a un rôle à jouer d'alerte, qui est par ailleurs quelque chose de très ancien. Voilà, ça, on pourra en parler après, mais il y a une longue histoire, en fait. Il y a une longue histoire de journalistes qui ont été porteuses de formes d'engagement à des moments, et qui montrent bien que le discours sur l'objectivité du journalisme et en fait créer un biais sur la compréhension de ce que peut être le rôle de journaliste, et que critiquer un peu une idéologie de l'objectivité, ça ne veut pas dire faire du relativisme et dire que tous les faits se valent. Non, tous les faits ne se valent pas, encore une fois. La vérification des faits, nous, le b.a.-ba, le cœur, la première chose que nous faisons tous les jours dans notre métier. Mais ça ne veut pas dire, cette rigueur-là, elle ne veut pas dire que toutes les paroles se valent et que chaque article doit faire exactement la même part au discours d'un tel et au discours d'une telle. Non, en fait, il y a des faits, et des faits, s'ils contredisent des discours, ils sont plus importants que ces discours. Je ne sais pas si c'est clair. On peut en discuter après. Sinon, il pourrait y avoir des questions par la suite. On va un petit peu se diriger vers... vous êtes spécialiste en écologie, je pense qu'on peut le dire, vers cette question. Qu'est-ce que vous pensez du traitement de l'écologie par les médias classiques? Et j'imagine que vous faites une distinction avec le traitement de l'écologie par Mediapart. Donc, quelle différence vous voyez? Comment vous pensez qu'on pourrait améliorer ce traitement Alors, bon, déjà, quand même, moi, je trouve que globalement, en France, on a quand même on a quand même de plus en plus de médias qui font un travail hyper sérieux sur l'écologie. Ça, pour commencer. Et si je compare avec ce qui pouvait être écrit ou publié au début de Mediapart, franchement, je trouve que globalement, la situation s'est quand même améliorée
en termes de couverture des questions d'écologie, notamment de climat, plus que le climat que le reste, dans le sens où il y a quand même une culture générale, une compréhension de l'importance du dérèglement climatique, de la gravité de ce phénomène et du lien avec les activités humaines. Cette culture-là, cette compréhension-là, elle s'est quand même vraiment massifiée. Enfin, moi, si vous voulez, quand j'ai commencé à écrire sur le climat, 2008-2009, on avait encore un monsieur qui s'appelle Claude Allègre, qui, auréolé de son passé de ministre de l'Éducation nationale, figure du Parti socialiste, chercheur au BRGM, très prestigieux, quoi, avec plein de lignes très prestigieuses dans son CV, qui publiait des livres climato-sceptiques. Bon, bah, ça, aujourd'hui, on n'observe plus en France. Donc, voilà, de ce point de vue-là, il y a quand même un progrès. Après, qu'est-ce qui... et que par ailleurs, moi, j'ai bien vu aussi la différence avec l'arrivée d'une nouvelle génération de journalistes, hein, très franchement, et même à Mediapart. Hein. C'est vraiment, moi, mes plus jeunes collègues, pour eux, c'est évident que la question du climat et la question de l'écologie est importante. Elle n'est peut-être pas centrale à leurs yeux, mais en tout cas, elle est importante. Elle est tout aussi importante que l'économie ou le social ou l'international, ce qui n'était pas le cas de la génération, au départ, de la génération des fondateurs de Mediapart, puisque, comme c'était rappelé tout à l'heure, au départ, à Mediapart, il n'y avait personne sur l'écologie. Donc, bref, ça progresse. Donc, c'est quand même hyper important. Après, qu'est-ce qui manque? Je pense que ce qui manque, je ne lis pas tout, mais de ce que je lis, de ce que je regarde, ce qui manque, c'est, de mon point de vue, alors évidemment, je vais défendre ce que je disais auparavant. Ce qui manque, je trouve, c'est que bien souvent, l'écologie est traitée comme un sujet à part. D'ailleurs, beaucoup de médias parlent d'environnement plutôt que d'écologie. Moi, j'ai bataillé à Mediapart pendant longtemps pour qu'on parle d'écologie et pas d'environnement. Pourquoi? Parce que étymologiquement, l'environnement, c'est ce qui environne, donc c'est ce qui est périphérique. Donc, dans une rédaction, c'est toujours ce qui est secondaire. C'est-à-dire que ça va être en conférence de rédaction le matin, quand on fait le tour des sujets d'actualité et qui vont être traités dans la journée ou dans la semaine en fonction du rythme de parution par la rédaction. On va faire, historiquement, on faisait politique, donc voilà, histoire de gouvernement, annonce du président de la République, débat à l'Assemblée. Après, on va faire l'économie, bon alors, voilà, mesures de Bercy, internationale, diplomatie, donc les sujets prestigieux. Et puis, à la fin, il y avait la culture et puis l'environnement. Bon, et ça reste un peu quand même dans plein de médias. C'est-à-dire à la fois cette hiérarchie, mais même si la hiérarchie n'est pas aussi caricaturale, la segmentation. Et pour moi, c'est une erreur vraiment journalistique et c'est une erreur intellectuelle parce que l'écologie, ce n'est pas un sujet à côté des autres, c'est une autre manière de regarder tous les autres sujets. Donc, c'est en fait de l'économie, de la politique, de la démocratie, de l'international, du social, mais regardez en considérant que ce n'est pas acceptable de détruire 10 000 hectares de terres agricoles. Non, ce n'est pas acceptable d'autoriser une usine sur le territoire de sa commune dont on sait qu'elle va émettre des milliers de tonnes de CO2 supplémentaires pour faire un business d'exportation, de pure exportation de produits agricoles, pour prendre un exemple que j'ai vu récemment, et que ce n'est pas secondaire. Et que non, la création d'emplois en tant que telle n'est pas synonyme de acceptation sans condition d'outils industriels ou d'usines ou d'activités de type site logistique qui sont attentatoires qui sont attentatoires au climat ou aux espèces vivantes. C'est de dire ça. Et or, tant qu'on considère que l'écologie est un sujet en soi et à part, en fait, on s'empêche complètement de renverser la table. Or, en écologie, là, il faut renverser la table. Pour renverser la table, il faut qu'il y ait de l'écologie partout. Donc, d'une certaine manière, il faudrait presque qu'il n'y ait plus de rubrique écologie dans les médias
Là, je pense que c'est prématuré parce que le risque serait que ça disparaisse complètement des préoccupations des collègues. Mais voilà, moi, je trouve que c'est ça qui manque. Mais de la même manière qu'il faut tout autant que les préoccupations sociales et d'inégalité, par exemple, soient beaucoup plus présentes dans la culture et le regard et le travail des journalistes, mais aussi des ONG et associations d'écologie. Et c'est voilà, ce que tout le monde a compris qui avait manqué sur la taxe carbone. Parce que vous parliez de Jean-Marc Jancovici tout à l'heure, qui a beaucoup défendu la taxe carbone, et moi, je trouve avec des arguments très éloquents. Mais il y a tout le pan social, en fait, des effets d'une certaine forme de taxe carbone avait été, en fait, sous-estimé, y compris par des assos écologistes. Donc, c'est vraiment cet entremêlement, en fait, des choses. Quelle est la définition profonde de l'écologie, en réalité, qui est quelque chose de très ancien. Et voilà, ça manque. Ça manque dans les médias, ça manque cruellement dans le personnel politique, ça manque cruellement dans la haute administration. Je peux imaginer que ça puisse manquer aussi dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, je pense que voilà, c'est un travail à faire tous ensemble, et que si un média comme Mediapart peut contribuer à faire passer un peu cette idée, ben voilà, on aura au moins servi à ça. Merci Jade Lingard pour vos réponses aux questions de cette première partie. Je vous propose d'entamer la seconde partie qui concernera les échelles de l'action écologique. Je n'aurai pas le temps de vous demander ce que vous pensez de la métaphore du colibri, qui donc valorise l'action à l'échelle individuelle, et action donc, dont il me semble vous pensez qu'elle est insuffisante. En revanche, on a vu émerger une autre échelle de l'action écologique, avec par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans laquelle vous êtes plongé donc, dans le cadre d'un reportage. C'est un milieu dont on n'est pas forcément très familier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'organisation particulière qui s'est installée dans ce milieu, les idées qui vous sont semblées les plus intéressantes, et peut-être nous expliquer si vous trouvez que ce mode d'action est plus significatif. Ok, merci de me poser cette question, parce que c'est vrai que moi, pour moi, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est une des aventures politiques, humaines et sensibles et plus intéressantes que j'ai rencontrées. Vraiment, donc j'ai passé beaucoup de temps, j'ai suivi toute l'histoire de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes depuis sa création, c'est marrant, ça s'est créé à peu près en même temps que Mediapart, vers 2008-2009, jusqu'à son évacuation partielle en 2018, et qui n'empêche pas qu'il y a toujours voilà, plein de monde qui y vit. Alors, est-ce que dans les personnes ici présentes, il y en a parmi vous qui y sont déjà allées ou pas ? Que je vous dise pas. Ok, bon, voilà, je ne peux que vous inviter à y aller. Et d'ailleurs, cet été, il y a toute une série d'événements publics qui sont vraiment faits pour ça, en fait, qui sont faits pour accueillir des personnes qui n'y sont jamais venues et qui se demandent mais qu'est-ce qui se fabrique dans cet endroit, mais à quoi ça sert de faire ça, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Franchement, voilà, si vous avez le temps, je pense que ça ne peut être que enrichissant. Donc, en gros, de quoi s'agit-il ? C'est une zone, originalement, c'était une sorte d'énorme squat. Donc, c'était des terres occupées, non loin de Nantes, donc en Loire-Atlantique, dans le bocage, et des terres qui avaient été occupées pour empêcher la construction d'un aéroport qui était prévu donc, pour se construire à côté de Notre-Dame-des-Landes, qui est un village qui existe toujours aujourd'hui, et donc à côté duquel, petit à petit, des personnes sont venues habiter. Donc, soit dans des anciennes fermes, dans des maisons abandonnées, ou aussi en auto-construisant des lieux de vie, donc les fameuses cabanes de Notre-Dame-des-Landes. Alors, pourquoi je dis que c'est le truc le plus enrichissant et vraiment important que je pense avoir rencontré moi, à mon échelle ces dernières années, c'est que ça a été et c'est toujours une expérience déjà à très grande échelle d'auto-organisation, d'une manière la plus horizontale possible. Donc, c'est un lieu de lutte à plein d'endroits contre les dominations, le plus possible, et c'est une expérience, au fond, de sortie du capitalisme. Est-ce que c'est possible de se mettre à quelques-unes et quelques-uns quelque part,
de décider de nos propres règles de vie, de construire un habitat et d'imaginer des activités de production, de culture maraîchère, d'élevage, de bétail, de création musicale, de fabrication de pain, fabrication de bière, voilà, d'activités de tannerie. Là, je pense un peu aux différentes activités artisanales qui ont pu exister ou qui existent encore. Donc, bref, est-ce que c'est possible de se mettre ensemble et de trouver la manière de faire ça en s'organisant par nous-mêmes, à partir de règles décidées par nous-mêmes? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très lié à la culture libertaire, qui est très lié aussi à la critique de l'État. C'est-à-dire considérer que la petite échelle, dans une perspective aussi très anarchiste, finalement, la petite échelle est la meilleure échelle d'organisation, parce que c'est la plus juste, parce que c'est celle qui est le plus en rapport avec les personnes qui y vivent, et que c'est aussi celle qui permet d'être le plus en rapport avec le lieu où on vit. Et en fait, ce qui est a posteriori un peu étonnant avec l'histoire de la ZAD, c'est qu'au départ, les personnes qui sont venues y habiter ne se définissaient pas du tout comme écologistes. Et la ZAD comme espace, d'ailleurs, ne se définit toujours pas comme un espace d'écologie, mais c'était complètement en lien avec ce que portent beaucoup de gens dans l'écologie, dans le fait de, en gros, se donner comme objectif de produire sa propre subsistance. Donc la question de l'autosubsistance, et non pas comme pas du tout en autarcie, pas non plus en autonomie alimentaire. Donc c'est assez différent de ce qu'on a pu voir ensuite avec tous ces mouvements de survivalistes. C'est très différent dans le sens où c'est beaucoup plus collectif, et c'est l'idée de le plus possible mettre en cohérence ses idées et les actes. Et pour moi, à titre personnel, donc là je parle en mon nom, pour moi c'est ça qui fait que c'est un lieu d'écologie. C'est le fait de mettre en accord ses actes avec ses discours, puisque c'est une des choses qui pour moi manque le plus et un des plus gros facteurs aujourd'hui de blocage sur l'écologie, c'est qu'on peut raconter des trucs géniaux sur le changement de société, la transition écologique, et en fait faire l'inverse quand on est à la tête d'un gouvernement, d'un État ou d'une entreprise, et que ce truc-là, donc, qui participe d'une forme de dissonance cognitive, puisque je suis sûre qu'en fait, dans les gens qui tiennent ces positions, il y a de la sincérité, mais une dissonance cognitive où, voilà, en fait, on s'est coupé en fait du réel. Et ben, la ZAD, c'est pas du tout le seul endroit, mais c'est un des lieux en France qui a le plus possible tenté en fait de faire le lien, de mettre en cohérence ces actes et ces discours. Et pour cette raison-là, pour moi, c'est hyper précieux. Après, il y a plein d'autres raisons qui font que voilà, c'est un lieu qui, à mes yeux, est important. Par exemple, c'est un lieu qui a été assez loin dans l'éloignement de l'argent, en tout cas, qui a défendu tout autre rapport à la prospérité. La richesse, une autre richesse, la richesse humaine, la richesse de sa subsistance, la richesse de ce qu'on partage, la richesse des ressources qui sont faites par soi-même au regard de ses besoins et pas pour faire du profit. Et donc, ça, par il y avait pendant tout un moment un non-marché. Donc, le non-marché était l'endroit où les légumes, pains et plantes aromatiques, par exemple, produits sur place, étaient distribués ou plutôt vendus à prix libre. Voilà, pour donner un exemple. Et donc, mais c'était aussi un lieu, voilà, du fait que il y avait évidemment aucun coût d'entrée pour arriver sur place. C'est un endroit qui a été un grand lieu d'accueil et de refuge pour toute une série de personnes qui arrivaient un peu cassées, un peu cabossées par la société, donc que ce soit des jeunes qui étaient en rupture d'école, rupture familiale, ou ayant grandi dans des foyers.
Donc, ayant voilà, vécu des vies déjà bien difficiles et voilà, qui ont pu trouver à cet endroit-là un lieu d'accueil quasiment inconditionnel, ce qui est quand même rarissime aujourd'hui dans notre société. Donc, il y avait aussi tout cet aspect-là, moi, qui me paraît hyper important et qui a été une sorte de laboratoire où tout, en tout cas, beaucoup de choses pouvaient être déconstruites, comment on habite, comment on travaille, pourquoi on agit, c'est quoi le sens d'une vie. Donc voilà, donc moi, c'est vrai, j'ai beaucoup écrit sur la ZAD. J'y suis beaucoup allée. Quand elle a été évacuée par les gendarmes en 2018, j'ai été hyper choquée, en fait. J'étais très choquée par ce que j'ai vu, même si, fort heureusement, il n'y a pas eu de mort, contrairement à ce qui s'était passé à Sivins. Il y a eu quand même quelques blessés très graves. Et surtout, il y a cette volonté de destruction qui se manifestait dans la manière dont les gendarmes ont détruit toute une partie de la ZAD, qui était la partie la plus sauvage, là où étaient les cabanes, là où étaient les collectifs les plus isolés, les plus fragiles aussi socialement. Et bien, tout ça a été détruit systématiquement, les traces des tanks dans la boue de cette ZAD. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, une métaphore vraiment tellement terriblement véridique de ce que fait l'État vis-à-vis de toutes ces alternatives qui sont en fait, moi je pense, les lieux d'invention de notre futur, dans le sens où on voit bien, encore une fois, si on est sérieux en fait dans l'alerte climatique et écologique, on voit bien à quel point il faut si profondément remettre en cause non seulement notre manière de nous déplacer, de nous loger, mais vraiment profondément notre rapport à qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui a de la valeur, ça veut dire quoi la subsistance, ça veut dire quoi subvenir à ses propres besoins. Qu'un lieu comme ça, il était tellement fondamentalement précurseur en fait de ces idées-là que plutôt on aurait dû le laisser prospérer et se développer et s'aimer que de s'acharner à effrayer, terroriser les gens qui y habitaient. Donc voilà, c'est pourquoi moi, c'est vrai, j'ai prêté beaucoup d'attention. Je continue à y être même attachée parce que voilà, j'ai rencontré plein de gens qui habitent encore, qui sont devenus des amis. Voilà, je dis ça, il y a aussi beaucoup de choses problématiques qui se sont passées sur cette ZAD, donc je ne vais pas du tout en donner un tableau idyllique. Aucun endroit, aucun collectif, aucun monde social n'est idyllique du tout. C'est vraiment pas. Il faut en plus toujours, je le pense de plus en plus, faire attention à ne pas tomber dans l'héroïsation. Les personnes qui y sont ne sont surtout pas des héroïnes ni des héros. Ce serait vraiment une grosse erreur que de penser ça. Chaque endroit a tous ses défauts, Mediapart a plein de défauts, on n'est pas des héros ni des héroïnes, enfin voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Mais voilà, il y a des moments, il y a une espèce de poche de liberté et de créativité qui se crée dans nos sociétés. Et c'est vachement important de savoir les voir, les repérer, d'aller y apprendre. Voilà, il y a d'autres endroits autour de Bure, par exemple, lié à la mobilisation contre le CIGEO, donc qui est ce projet de centre d'enfouissement profond de déchets nucléaires. Il y a tout un mouvement qui a des points communs avec le mouvement de la ZAD, tout un mouvement qui s'est développé. Et pour vous donner un exemple hyper concret de qu'est-ce que ça apporte, j'ai rencontré, là où j'habite, en Seine-Saint-Denis, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Habib, qui est un migrant soudanais sans papier, qui est venu en France de manière clandestine, au risque de sa vie, qui a vécu à Calais, qui a essayé plein de fois de passer en Angleterre, qui n'a pas réussi, et en fait, qui s'est retrouvé, qui a été très, 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 évidemment meurtri par cette aventure et qui a été recueilli en quelque sorte par des gens de la ZAD, qui a vécu sur la ZAD, qui sur la ZAD a appris à construire des fours à pain
et qui aujourd'hui essaie de gagner sa vie comme artisan constructeur de four à pain. Et je donne cet exemple parce que moi, ça m'a bouleversée en fait quand j'ai appris ça, et je me suis dit, bah voilà, il y a toutes les raisons politiques un peu générales que j'ai décrites qui font pour moi l'importance de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais qu'un parcours de vie comme celui de Habib soit passé par là, qui en ait retiré quelque chose, je trouve en soi vaut quasiment à lui seul, donne en tout cas de l'intérêt à lui seul à cet endroit, parce que je ne connais pas beaucoup d'autres endroits en fait dans nos sociétés où c'est possible que quelqu'un qui débarque de nulle part puisse venir apprendre des trucs, essayer de se reconstruire après ça. Et voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, des expériences de ce type. Une autre question qui risque d'être la dernière, pour rebondir sur les dissonances cognitives dont vous avez parlé. Vous affirmez qu'être écolo est un privilège de classe. On sait que polluer l'est aussi. Donc, on se retrouve, par exemple, dans notre belle école, à suivre les cours de Jean-Marc Jancovici avant de partir étudier à l'autre bout du monde en avion. Est-ce que c'est pour vous, j'imagine que c'est pour vous un cas de dissonance cognitive. Comment peut-on faire pour se détacher de se débarrasser de ces dissonances cognitives? Est-ce qu'il y a pour vous des raisons que l'on peut juger valables pour polluer, comme la santé ou en l'occurrence l'éducation? Non, mais c'est une question fondamentale hein, en tant que journaliste qu'on se pose aussi, hein, parce que nous aussi, hein, ça nous arrive de prendre l'avion pour faire des reportages ou des enquêtes, ou même partir en vacances. Hein. Donc, c'est parce que tout n'est pas justifié par le travail. Donc, voilà, pour moi, c'est une contradiction fondamentale de notre société, et c'est une question politique en plein, très sérieuse. Donc, voilà, moi, quand je parle de dissonance cognitive, enfin voilà, en reprenant ce que plein d'autres gens ont écrit ou dit là-dessus, c'est ce que j'essaie de pointer, c'est cette situation d'écart entre ce qu'on peut dire et ce qu'on fait. Et pour moi, elle est comment dire, cette situation-là, elle est vraiment à prendre au sérieux, parce que je pense que c'est vraiment un des obstacles à l'inaction face au climat. Il y a plein de raisons. Hein. Il y a plein de raisons qui expliquent ces obstacles. Je pense qu'il y a voilà, les intérêts économiques établis qui défendent leurs propres intérêts. Il y a une inertie généralisée du conservatisme politique. Il y a une incompréhension, méconnaissance, du déni de la part de plein de monde. Bon, je ne veux pas tout réduire à cette situation individuelle. Mais néanmoins, je trouve que à son propre niveau, au niveau de sa propre subjectivité, on est tous traversés par des injonctions contradictoires qui produisent des dissonances cognitives. Et moi, c'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin il y a quelques années, j'avais appelé voilà, de manière un peu provocante « Jeu crise climatique ». C'est que nous aussi, en fait, on est traversés par ce dérèglement climatique, on est le dérèglement climatique d'une certaine manière, et d'autant plus qu'on est un occidental avec un peu d'argent. Et c'est pourquoi moi, je suis à la fois critique, évidemment, de la métaphore du colibri et de ce que peut porter le réseau de collectifs et d'associations qui était inspiré par Pierre Rabhi, et sur lequel, d'ailleurs, j'avais enquêté aussi pour Mediapart. Et en même temps, contrairement à pas mal de gens dans l'espace anticapitaliste, moi, je ne jette pas tout ça à la poubelle. Et je pense que ce qui est très important dans ce qui était porté par Pierre Rabhi, qui est mort récemment, et ce qui est porté par cet espace, c'est l'importance de soi en tant que personne face à ces bouleversements. En fait, ça compte. Et ça compte au niveau de la subjectivité, donc ça compte pas au niveau de l'efficacité. C'est sûr que si demain vous devenez tous, enfin c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais j'en sais rien, mais si vous ne l'êtes pas et que vous devenez tous végétariennes, végétariens, et que vous devenez tous no-fly et que vous prenez plus de voiture, ben ça va rien changer au dérèglement climatique. Ça c'est évident. Mais pour moi, la question n'est pas que celle de l'efficacité en termes de quantité de CO2 émis, c'est vraiment la question de la subjectivité. C'est se mettre soi-même, en fait, en mouvement et soi-même en situation de se relier
au reste du monde. Et que de ce point de vue-là, l'échelle individuelle, ce n'est pas simplement qu'elle est importante, c'est qu'elle est absolument vitale, en fait. C'est notre espace d'interaction avec le reste du vivant, ce que la philosophe Emily H. a appelé ce à quoi nous tenons. Je veux dire, c'est fondamental, en fait. Rien ne pourra bouger si ça reste tout bloqué. Et on pourra continuer à dire ah ben voilà, moi je vais aller faire un stage ou un reportage pour pas taper forcément sur les chercheurs ou les ingénieurs, mais ah ben je vais aller faire 10 reportages sur les gaz de schiste et je vais prendre 10 fois l'avion, mais c'est justifié parce que c'est pour parler des gaz de schiste. Ben non, en fait, c'est pas justifié. Mais après, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la solution? Parce que évidemment qu'il faut, d'un point de vue énergétique, hyper fortement décroître. Mais un, on ne va pas tout arrêter. Deux, il y a quand même des choses qui vont continuer. Et trois, il faut quand même aussi se doter d'outils pour agir. Et donc, du coup, que faire? Moi, honnêtement, je ne suis pas complètement sûre. Hein. En première piste de solution, je trouve que ce qui a commencé à s'élaborer pour les laboratoires de recherche en termes de un peu charte ou mode de fonctionnement sur les émissions de gaz à effet de serre d'un labo. Genre, tiens, on va plafonner, par exemple, on est tel laboratoire, mais ça pourrait être valable pour Mediapart, on est telle entreprise, on se dit, bah, tiens, si on s'appliquait à nous les objectifs climat de la France, donc décarbonation 2050 et avec tout le rythme de réduction des gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça représenterait pour nous? Ok, à quel plafond ça nous amène? Et bien, ce plafond-là, comment on fait pour le partager équitablement, que ce ne soit pas toujours les chefs ou les chercheurs les mieux capés ou les journalistes les plus expérimentés qui sont peut-être le plus à l'aise ou qui ont le plus de pouvoir ou le plus de position, soit le plus haut dans la hiérarchie qui s'autorisent à prendre l'avion ou quoi. Non, bah, peut-être qu'à l'inverse, c'est plutôt les personnes qui débutent, qui ont besoin de faire des stages. Peut-être que c'est plus justifié pour un jeune chercheur ou un jeune ingénieur d'aller faire un stage et de prendre l'avion pour faire son stage pour aller, j'en sais rien, en Corée du Sud, au Brésil, enfin je dis n'importe quoi, au Japon, aux États-Unis. Peut-être que c'est plus justifié dans son cas que pour la personne qui a 30 ans de publication dans les pattes et qui peut peut-être se contenter de temps en temps d'une visioconférence. Moi, je trouve, voilà, mais que du coup, c'est là où le cadre collectif il est indispensable parce qu'il faut de la délibération. Donc, il faut que ce soit délibéré, il faut que ce soit discuté et que je vois pas d'autres possibilités que ça. Mais donc, ça doit être un travail, en fait. Un travail quotidien, c'est pas possible parce qu'on peut pas passer notre temps à délibérer de comment on fait pour moins émettre, parce que sinon, on fait plus son travail, ses études ou quoi. Mais trouver le moyen de réserver du temps de vie en entreprise, en université, en assemblée ou quoi, pour voir, OK, nous, hyper concrètement, là, comment on fait pour nous appliquer à nous-mêmes ces objectifs de réduction de CO2, parce que sinon, ce que plein de gens ont dit avant moi, le risque, c'est qu'à un moment, on en vienne, en tant que société, à des décisions beaucoup plus autoritaires, parce qu'il y a un moment, de toute façon, il faudra arrêter de les émettre, ces tonnes de CO2. Et que le jour où on basculera dans ces systèmes autoritaires, voire dictatoriaux, là, ce sera, d'un point de vue démocratique, complètement catastrophique. Donc, on va dire dans une catastrophe écologique, et si on ne donne pas sombrer aussi dans une catastrophe démocratique, je le dis en rigolant, mais c'est très sérieux et je pense que pour moi, c'est un des changements. Voilà. Ça fait 14 ans que je travaille sur ces sujets. Le truc qui a changé, vraiment, c'est ça. Et c'est que la catastrophe climatique, elle est vraiment là maintenant. Il y a 14 ans, elle était là potentiellement. En fait, là, maintenant, elle est là physiquement. Donc, il faut, voilà, ça devrait quasiment tout changer dans nos manières de faire. Et y compris, voilà, moi, c'est un truc que je dis à mes amis ou camarades ou collègues ou voilà, qui font partie de cet espace radical anticapitaliste. Je pense que voilà, là, ce serait vraiment hyper dommage, voire dommageable de tout mettre sur le cadre collectif. Le cadre collectif est essentiel, mais cette question, encore une fois, de la sensibilité, de la subjectivité, de l'intimité,
elle me semble fondamentale et que le féminisme a beaucoup apporté là-dessus et on peut être politique collectivement tout en étant respectueux et au travail de sa propre subjectivité. Merci beaucoup, Jade Lingard, d'avoir répondu aux questions de cet entretien. Merci à vous. On va maintenant donc laisser le public partager ses interrogations. Du coup, j'ai noté 2 questions. Au tout début, vous avez parlé du fait qu'il fallait toujours rester ouvert aux opinions, aux autres, etc., aux autres milieux, quoi, pas rester dans un milieu, dans un même milieu social. Mais est-ce que justement, à Mediapart, on n'est pas dans un microcosme qui a des idées très principalement de gauche, qui pense toujours au même combat et qui se renforce dans ses convictions? C'est une très bonne question. Je pense que la réponse est en partie oui. Mais tout dépend ce qu'est être à Mediapart. Et ce que je veux dire, c'est que l'équipe de Mediapart, oui, elle est composée dans son immense majorité de personnes qui se situent à gauche. Ça, je pense que c'est assez clair. Après, dans toute une gradation de ce que ça peut vouloir dire. Mais c'est vrai. Mais justement, nous, notre boulot, c'est le plus possible de sortir de notre rédaction. Physiquement, voilà, en reportage, faire ce qu'on appelle sur le terrain. Donc, voilà, rencontrer le plus possible de gens par nos enquêtes ou par ces sujets de reportage. Mais c'est aussi d'être... oui, ça dépend aussi de, je sais pas, de là où vous vivez, de là où vous vous déplacez, en fait, le lieu où vous travaillez ne doit pas être votre principal lieu d'existence. Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, pour moi, être journaliste, c'est avant tout être à l'écoute. D'ailleurs, je me rends compte que c'est quelque chose, c'est une question, enfin, c'est un enjeu auquel je suis plus attentive aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé. Où, ce que je veux dire, c'est que ça demande en fait un effort plus important que ce que je pouvais penser, d'être vraiment à l'écoute. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est un travail en soi. Donc oui, nous, on partage à Mediapart une culture, une vision, une affinité, peut-être plutôt, une affinité, défense du rôle de l'État, pour une politique sociale et redistributive, pour l'écologie, contre ce qu'on considère être des politiques sécuritaires. Voilà, ça c'est un substrat commun. Mais après, ça serait pour nous mortifère que de vouloir parler qu'à des personnes qui pensent comme nous. Après, c'est hyper difficile de cerner, par exemple, qui sont nos lecteurs et nos lectrices. Et par ailleurs, c'est vrai que en écologie, moi je me rends compte par l'écologie, là je suis un peu à la limite, je pense, c'est un peu une des difficultés posées par tout ce que j'ai défendu au préalable. Je m'explique. Comme j'assume le fait d'être une forme d'engagement qui, comme je vous l'ai expliqué juste avant, consiste à dire que non, l'écologie c'est tout aussi important que le reste, voire c'est la manière dont il faut regarder tout le reste, forcément, y a plein de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Donc, c'est clivant comme position. Et donc, forcément, ça fait que quand je me présente en tant que journaliste à Mediapart sur toute une série de sujets, enfin moi ou d'autres de mes collègues, les personnes qui nous voient arriver vont avoir un a priori négatif, voire très négatif, voire nous sentir en position, vont avoir soit de l'hostilité vis-à-vis de nous ou penser qu'on leur est hostile. Et c'est là où c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut réussir à, pour nous journalistes, écouter, entendre des personnes avec qui on n'est pas d'accord
y compris pour comprendre, elle, d'où elle parle. Si je pense par exemple au monde agricole, sur la question de l'usage des pesticides, qui a un espace hyper clivé. On a d'un côté tout qui nous dit qu'il faut arrêter d'utiliser les pesticides et un monde agricole qui, pour plein de raisons, continue massivement à les utiliser. Comment on fait pour travailler sur ces sujets quand on est journaliste écologiste? C'est une vraie difficulté. Alors ça, c'est ma collègue Amélie Poinceau à Mediapart qui travaille là-dessus, et c'est une vraie difficulté. En même temps, voilà, hein, ça fait partie des choses auxquelles s'affronter. Moi, par exemple, ça va plutôt être la question du nucléaire. J'ai pas mal travaillé sur le nucléaire, là un petit peu moins, mais enfin, quand même, je continue régulièrement à publier des articles sur le nucléaire. Voilà, c'est vrai que mes articles, ils sont très critiques du système nucléaire en raison de mon point de vue, de son opacité, des dangers que représentent les centrales nucléaires, de l'exposition que ça représente pour ces travailleurs, des questions de pollution que ça engendre, etc., etc. C'est sûr que quand je prends contact avec des personnels de centrales nucléaires, c'est hyper compliqué. Et en fait, il y en a même plein qui ne veulent pas me parler ou qui me parlent très peu. Et que du coup, les personnes avec qui je vais être en contact, c'est plutôt les personnes les plus critiques. Mais ce qui crée aussi pour moi une information qui est très située, voire biaisée. Donc là, après, c'est charge à moi d'essayer de rattraper en fait ça en essayant au maximum de récolter d'autres informations. Voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est une difficulté, mais qu'en même temps, elle est absolument incontournable pour nous et que régulièrement, on est rattrapé par le réel. Hein. Quand les Gilets jaunes, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a commencé, moi, franchement, les premières fois que j'ai vu ces rassemblements, je me suis trompée. J'ai cru de l'extérieur que c'était des rassemblements de personnes anti-écolo, qui n'avaient rien à faire de l'écologie, qui voulaient continuer à rouler dans leur bagnole, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais tort, que c'était pas ça du tout. C'était des revendications sociales, que certes, il y avait une critique de la taxe carbone, mais que c'était aussi une critique de l'oubli en fait, dont ces personnes pensaient être l'objet de la part de l'État. Bon, bref, donc et régulièrement en fait, on est rattrapé par ses propres préjugés ou représentations et voilà. Enfin, donc voilà. Donc oui, enfin c'est une difficulté, mais voilà, il faut se la coltiner. Ok. Et justement, dans cette difficulté d'aborder des enjeux avec lesquels on n'est pas, enfin des opinions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, est-ce que justement, c'est pas le problème, c'est pas d'être journaliste engagé, parce que justement, quand on aborde des sujets qui viennent d'apparaître, par exemple les gilets jaunes, si tout de suite, en décrivant les faits, on donne son avis et on appuie ses propres revendications sur celles sur d'autres qu'on ne comprend peut-être pas, est-ce que ça ne pose pas un problème d'information? Non, mais en fait, c'est la continuation de votre question précédente. Donc, effectivement, c'est une tension. Alors après, je citais l'exemple des Gilets jaunes dans le sens où, moi, c'est une représentation que j'avais avant d'y aller. Et en fait, quand la première fois que je suis allée rencontrer des Gilets jaunes, c'était à Saint-Nazaire, je me suis rendu compte que j'avais rien compris, quoi. Mais de fait, je n'avais pas écrit sur ce mouvement, je ne m'étais pas exprimée sur ce mouvement avant d'avoir été rencontrer les personnes qui en faisaient partie. C'était plus des préjugés personnels que je pouvais avoir une représentation. Mais pour prendre un exemple peut-être plus qui va plus dans votre sens, celui qui me vient, je ne sais pas si c'est plus pertinent, mais c'est celui qui me vient. Donc, c'est en lien avec Notre-Dame-des-Landes. Donc, en fait, en 2016, si je me souviens bien, il y a une consultation citoyenne qui avait été organisée au niveau régional, sur la ville de Nantes et le département de Loire-Atlantique. Ce n'était pas régional, c'était le département. Une consultation qui avait été organisée pour demander aux habitantes et aux habitants, êtes-vous, oui ou non, favorable à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Donc, moi, évidemment, j'étais venue faire un reportage et donc j'avais rencontré des militants qui étaient favorables à l'installation de cet aéroport, qui faisaient campagne pour. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, parce que du coup, c'était un petit sujet, l'aéroport d'Entre-Dame-des-Landes, mais comme à Mediapart, on faisait beaucoup d'articles, parce que je suivais de près cette question,
Du coup, ils avaient lu mes articles. Et donc, quand je suis arrivée, ils étaient mécontents. Ils me disent, ah, mais voilà, ah, mais enfin, vous vous intéressez à nous. Et voilà, ils avaient de la rancœur, quoi, à mon égard. Enfin, pas à moi personnellement. C'était pas désagréable, mais ils étaient vraiment, ils étaient en colère, en fait, contre ce qu'on avait écrit, notamment les personnes qui habitaient, qui habitent toujours d'ailleurs dans la petite commune qui est collée à l'actuel aéroport de Nantes et qui, de fait, subit les nuisances en fait de cet aéroport, donc aux nuisances sonores, enfin des avions qui passent hyper près des maisons. Du coup, j'y avais été, Grandlieu, j'ai oublié le nom de la commune, Saint-Aignan, Grandlieu, Saint-Aignan, Grandlieu, un nom comme ça. Et donc, et le maire, j'avais eu une très longue discussion un soir avec le maire, et je me suis retrouvée dans la situation que vous décrivez, c'est-à-dire que au départ, j'arrivais, je leur dis voilà, moi je suis là pour vous écouter, ça m'intéresse de comprendre voilà vos arguments. Et en fait, j'étais pas d'accord en fait avec une partie des arguments, et donc par souci d'honnêteté aussi vis-à-vis de ce maire, je lui dis voilà, mais moi je comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que moi il me semble que. Et en fait, au bout d'un moment, l'interview est devenue une sorte de discussion. Et voilà, je me suis dit bon ben c'est sans doute un peu la limite de l'exercice dans ce cadre-là. Et que, mais qu'en même temps, bah, mieux vaut y avoir été et l'avoir rencontré et avoir raconté ça que de ne pas l'avoir fait. Et que c'est sûr que c'est une tension. Voilà, voilà. C'est une tension, enfin, ça serait malhonnête de ne pas le dire. C'est une tension, le fait d'avoir des convictions sur des sujets et d'être journaliste. Et à des moments, c'est une tension parce que être à l'écoute de ce qui nous est dit et dans l'intention de vouloir le rapporter dans un article ne veut pas dire que vous oubliez complètement ce que vous pensez. Et donc, voilà. Donc, il y a plein de manières de le travailler après dans un écrit, justement. Et moi, je trouve que l'honnêteté, au fond, c'est de pouvoir s'autoriser à, y compris, mettre en scène ces désaccords dans un texte. Ça, c'est le grand avantage de l'écrit, par exemple. Sur un reportage en images ou en écrit, on peut faire passer plein de subtilités, et y compris ce type de situation. Mais en effet, ça peut être une difficulté. Finalement, ce que vous me décrivez, c'est plus le rôle d'un élu local, non? Enfin, quelqu'un qui est à l'écoute. On peut faire partie d'un parti, avoir des opinions, mais être à l'écoute des gens. Est-ce que le rôle de journaliste engagé, ça ne se tournerait pas plus vers la politique, vers l'action? C'est quand même très différent dans le sens où l'élu, il a un pouvoir de décision, alors que le journaliste n'en a pas. Le ou la journaliste n'a pas de pouvoir de décision. Donc, dans ce sens-là, c'est très différent. Et après, quand je dis être à l'écoute, ça, c'est dans le temps du reportage. Ensuite, dans l'article, nous, c'est essentiellement de l'écrit qu'on fait. Mais dans l'article, justement, vous n'êtes pas simplement dans la description de ce qui vous a été dit. Vous êtes dans sa contextualisation, sa vérification. Ah ben, machin dit que, mais en fait, il s'avère que les données montrent que c'est pas ça. Donc là, vous êtes dans la mise à distance. C'est-à-dire qu'il y a le temps du reportage, il y a le temps du terrain, où là, il faut être comme une éponge au maximum pour essayer d'entendre un maximum de choses. Et ensuite, il y a le moment de la restitution via un article, une enquête, une chronique, un édito, enfin, quelle que soit la forme, parce qu'il y a plein de formes journalistiques différentes. Et là, il y a une distanciation qui est nécessaire. Sinon, pour le coup, en effet, vous produisez quelque chose qui n'est pas du journalisme. Voilà, il y a une forme d'aller... c'est en plusieurs temps. Merci. Moi, j'avais une question aussi. Désolé, David, mais je te laisse poser ta question. Moi, je voulais vous faire réagir au sujet qui nous a impacté nous aussi à l'école des mines, parce qu'on a un peu notre Mediapart à nous, on a notre journal de l'école dans lequel on débat. Et, voilà. Et en fait, il y a quelques semaines, il y a les étudiants d'AgroParisTech qui se sont levés pendant la remise des diplômes et qui ont dit leur refus finalement d'intégrer un système, le système qui nous est proposé, qui est absolument pas en adéquation avec les valeurs de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Et donc, nous, on a eu un débat au sein de l'école, c'était de savoir
si oui ou non il fallait déserter et refuser, et donc partir et changer les règles, mais tout seul, ou alors à petite échelle, ou alors est-ce qu'il fallait plutôt investir ces lieux, investir ce monde du travail, investir ces lieux de décision, et entre guillemets, et changer le monde de l'intérieur d'une certaine manière. Et donc ça, c'est un débat qu'on a eu au sein de l'école, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, et ce que vous avez pensé pendant cet événement. Bon, moi, je peux vous dire ce que j'en pense, mais ça m'intéresserait vachement de savoir ce que vous en pensez. Bon, moi, je pense que c'est de la même manière que la discussion sur la dissonance cognitive, prendre l'avion ou pas, cette question-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que je quitte le système pour agir de l'extérieur ou est-ce que je reste à l'intérieur pour tenter de le modifier depuis le cœur de la machine? Moi, honnêtement, je trouve les deux positions complètement légitimes, mais plus que ça, nécessaires. Et c'est marrant parce que j'avais la discussion ce matin avec une collègue à Mediapart parce qu'on est en train de monter tout un dossier autour justement de ces appels à bifurcation. On a recueilli plein de témoignages à Mediapart d'étudiants, d'étudiantes ou de salariés qui, à un moment ou à un autre, se décrivent comme ayant bifurqué, déserté, changé de parcours, etc. Et moi, j'ai été assez interpellée par un texte que vous avez peut-être lu, qui a été publié dans AOC par un chercheur qui s'appelle Alexandre Monin. Je ne sais pas si vous identifiez Alexandre Monin. Mais sinon, si vous voulez, je vous enverrai la référence et vous pourrez regarder. Donc, Monin, en fait, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin, qui a contribué à un livre collectif qui est sorti l'année dernière, qui m'a vachement marqué. Si je puis me permettre, je pense que ça pourrait vous intéresser, qui s'appelle « Héritage et fermeture », qui est publié aux éditions Divergence et qui, en gros, dit, voilà, en fait, les écolos, vous êtes bien gentils avec vos alternatives, mais il y a un moment, dans le monde dans lequel on vit, on hérite d'un outil industriel, architectural, urbanistique, qui est ce qu'il est, mais qui est là. Et qu'il va bien falloir apprendre à fermer des choses. Et que si on veut fermer des infrastructures, et une centrale nucléaire, une autoroute, voilà, que sais-je encore, bah, si on veut les fermer, il faut savoir comment ça marche. Et donc, il faut être à l'intérieur aussi. Et donc, il a écrit une tribune dans AOC qui est un peu la suite de cette réflexion-là, en réponse à l'appel des étudiants d'AgroParisTech, en disant, bah, à la fois, c'est hyper intéressant, en même temps, si tout le monde déserte, bah, en gros, est-ce que le risque n'est pas de laisser la place aux tenants du monde d'avant, pour dire les choses vite. Et moi, j'adore cette discussion. Je trouve ça, voilà. Pour moi, c'est ça l'écologie, en fait. C'est ça la discussion de l'écologie aujourd'hui. Et je pense qu'il faut les deux. Et qu'en même temps, évidemment, il y a plein d'histoires de gens qui ont essayé de faire changer le système d'intérieur et qui s'y sont cassés les dents, qui ont été placardisés, qui en sont tombés malades, qui ont fait des dépressions, ou qui sont devenus des lanceurs d'alerte. Enfin, c'est hyper difficile de faire changer le système de l'intérieur. Donc, ça implique forcément d'avoir des formes d'organisation collective. Donc, est-ce que c'est, par exemple, j'en sais rien, ce qu'on peut imaginer comme étant le nouveau rôle des syndicats, quand on voit que voilà, les gens sont de moins en moins syndiqués dans les entreprises, bah, est-ce qu'une manière de relancer le syndicalisme, ce ne serait pas ça, une organisation collective à l'intérieur de structures de travail ou d'études pour les obliger à avancer sur ces enjeux d'écologie? Alors, voilà, ça serait de longues discussions à avoir, hein. Mais voilà, moi, je trouve ça hyper important, difficile, parce qu'il n'y a pas une solution. Et j'ai été aussi très marquée par un autre bouquin d'un politiste états-unien, alors qui est mort aussi, je suis désolée de donner que des références de gens qui sont morts, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Eric Olin Wright. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Lui, c'était plutôt quelqu'un proche du Parti démocrate aux États-Unis, donc c'est plutôt un social-démocrate, qui a écrit un bouquin en français traduit sous le titre « Utopie concrète ». Il essaie de faire une théorie de la transformation sociale. Et il arrive à l'idée qu'en fait, il faut arrêter de faire ce qu'ont fait les mouvements révolutionnaires pendant tout le XXe siècle, qui était de dire il n'y a que la rupture qui compte et il faut échapper au pouvoir. Il dit en fait, là, ça ne marche pas, cette stratégie. Je vous la fais hyper courte, hein, le livre est plus subtil. Il dit en fait, il faut mener toutes les stratégies de front, donc la stratégie de la rupture,
la stratégie de la sortie, de l'exit, et aussi ce qu'il appelle la stratégie symbiotique, qui est donc la transformation depuis l'intérieur du système, et que c'est en agissant à toutes ces échelles, en fait, qu'on peut espérer entraîner une transformation sociale. Et voilà. Moi, j'avoue, ça m'a assez convaincue. Voilà, ça m'intéresse plus de savoir, vous, ce que vous en pensez, si vous voulez bien me dire. La question n'est pas tranchée, hein. Il y a eu de vifs débats, il y a eu ça se répondait d'articles. Enfin, en gros, il y a eu un premier article qui en parlait et qui disait clairement que c'est... Olympe, en fait, je vais te laisser en parler. Donc oui, clairement, le débat n'est pas du tout tranché. Je pense qu'on est quand même une majorité à considérer que ce n'est pas du tout des utopistes ni complètement déconnectés de la réalité de vouloir, entre guillemets, tout abandonner et partir pour se montrer en tant que, entre guillemets, exemple et montrer qu'un autre mode de vie est possible. Et je pense que, du coup, avec Olympe, on avait créé un touche là-dessus et c'était l'idée principale qui était de dire on ne serait pas forcément prêt à le faire et on pense que ce n'est pas du tout la voie à suivre pour tout le monde. Mais il y a clairement de l'idée à l'intérieur et il ne faut pas du tout rejeter ça en bloc en pensant que c'est simplement des jeunes hippies hors du monde. Et vous avez fait une réponse un peu salée. D'un élève des mines beaucoup plus âgé qui nous disait très clairement que ce n'était pas du tout la voie à suivre. Au contraire, il fallait se battre pour rester dans la société et tout faire pour changer de l'intérieur, surtout qu'on était plutôt destiné à avoir des postes à décision en haut, et donc vouloir vraiment changer les choses de l'intérieur. Et aussi, on a eu beaucoup d'avis de personnes venues dans l'école venir nous expliquer que c'était aussi une très bonne voie pour changer les choses, aller dans des boîtes, j'ai Total en tête, mais beaucoup d'autres, qui certes aujourd'hui ont une activité hyper polluante, mais c'est aussi de l'intérieur qu'on pouvait changer les choses le plus efficacement. Parce que si personne ne le faisait, demain, il continuera d'exister, après-demain aussi, et il fallait bien qu'à un moment, quelqu'un s'en occupe. Donc, voilà. Et surtout, je pense, la synthèse de cet échange d'articles, de ces deux articles, c'était pour moi que le constat selon lequel ce qu'on apprend en école, en tout cas aux mines, je ne sais pas gros, parce que je n'ai pas étudié du tout la question, je ne sais pas ce qu'ils apprennent, mais on ne peut pas rejeter ce qu'on apprend, parce que ce qu'on apprend, ça a énormément de valeur, et c'est avec cet apprentissage qu'on va changer les choses. Voilà, donc même si on retourne faire de la permaculture ou je ne sais pas quoi, ce qu'on aura appris en école, non, ça ne nous aura pas appris que à perpétuer l'industrie, la pollution, d'opprimer les plus faibles. Voilà. Moi, je voulais juste me permettre d'ajouter une chose parce que j'ai écouté le directeur de l'école en parler récemment. En fait, c'est justement ce qu'il décrivait dans le deuxième article, c'est en fait presque la philosophie de l'école, parce que en fait, l'école a envie, entre guillemets, de rester au contact de l'industrie, et c'est vrai que la fibre des mines, à la base, c'est vraiment l'industrie et de rester au contact de ça, et à la fois d'y intégrer une dimension écologique. Et donc, en soi, c'est la philosophie de l'école que d'essayer d'occuper des lieux industriels pour ensuite, mais avec une dimension écologique omniprésente. Donc, voilà. Et ça transparaît dans vos enseignements aujourd'hui ou pas? Effectivement, c'est vrai que surtout au premier semestre, parce que le deuxième semestre, c'est quasiment uniquement des cours très théoriques, avec beaucoup de maths, de physique, de ce genre de choses. Mais au premier semestre, c'est vrai qu'il y a, je pense, j'ai envie de dire 40%, un gros pourcentage qui est destiné uniquement à une dimension écologique et environnementale, même s'il ne faut pas utiliser ce mot. Mais ouais, après le cours en soi, je pense qu'il nous a tous impactés, mais une chose est sûre, c'est qu'un étudiant qui sort des mines, il est parfaitement au fait de réalités systémiques et globales à toutes les échelles et sur différents niveaux, que ce soit en termes d'émissions et que ce soit en termes d'impact. C'est vrai qu'au premier semestre, on avait vraiment des cours qui étaient vraiment axés là-dessus. Les cours de M. Jean-Marc Jancovici, c'était vraiment ça, c'est l'histoire de l'industrialisation, etc. Mais dans la plupart de nos autres cours, par exemple des cours sur les matériaux, des cours de mécanique, et des cours pas tout à fait de chimie, mais un peu, dès qu'on va nous parler d'application, on va nous parler aussi de conséquences environnementales aussi. Donc, ce n'est pas un cours qui est vraiment dédié écologie, mais on nous parlera toujours de cet aspect conscience-là. Et puis, au-delà de l'aspect juste cours, je
pense qu'on baigne ici particulièrement aux mines dans une ambiance entre nous qui est quand même très portée sur l'écologie, où il y a une espèce de... Il y a quand même, on peut dire, une bien-pensance où il faut... Enfin, typiquement, je peux prendre l'exemple, l'école a un site à Nice, et donc on a certains de nos professeurs qui font l'aller-retour en avion pour venir nous parler 2 heures ou 2h30, et ça, c'est quelque chose qui tous nous fait réagir, et je crois que même si les cours ne suffisent pas à nous convaincre, je pense qu'on baigne dans une ambiance entre nous, où il y a quand même, où la doxa est quand même très portée sur l'écologie, où on a beaucoup de végétariens, enfin, il y a quand même... Non, mais ça peut paraître bête, mais je pense que par rapport à d'autres écoles, il y a quand même toujours une alternative végétarienne qui est proposée systématiquement, et il y a quand même quelque chose qui règne entre nous au-delà des cours. Je ne sais pas si ça vient si c'est là dès la sélection, et si c'est une sélection qui aboutit à sélectionner des gens qui sont plutôt portés sur l'écologie, ou si c'est Jean-Marie Jancovici qui nous retourne tous au début de l'année. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette doxa entre nous. Ah bah, David, tu peux poser ta question. Donc c'est un peu différent, c'est plus en référence à ce que vous aviez dit en début de conférence. Vous avez dit que vous avez eu affaire à des ingénieurs des mines, c'est ça? Et que j'étais juste curieux de la nature de ces échanges. Jean-Marc Jancovici. Ah d'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est, je pensais au nucléaire en fait. Je pensais au nucléaire et c'est pas du tout pour cibler les mines en particulier, hein, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait alors, pas avec, parce que du coup je suis en contact évidemment régulier avec EDF, et donc avec le porte-parole d'EDF, et ils sont toujours hyper courtois et tout, mais dans d'autres cadres où c'est moins, où c'est pas Mediapart parle à EDF, mais une journaliste qui parle à un ingénieur ou une ingénieure nucléaire, ou quand ça m'est arrivé de visiter une centrale, ou je sais pas, d'autres occasions quoi, de discussion avec des ingénieurs, assez vite peut arriver l'argument d'autorité de non mais en fait toi tu connais rien donc moi moi en fait voilà, excuse-moi mais voilà, moi je connais en fait parce que j'ai étudié je sais pas, ça en maths ou ça en physique ou machin, et ce qui est complètement vrai. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis pas du tout scientifique. Alors, évidemment, ben voilà, alors, en plus, elle assume de tout. Alors, non seulement elle est engagée, mais alors, en plus, elle n'est pas scientifique. Donc là, c'est l'enfer. Et au-delà de la blague, je trouve ça, moi, là aussi, je trouve que politiquement, en fait, ces situations, elles sont vachement importantes parce que c'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait du savoir scientifique dans une situation dans laquelle on est? C'est-à-dire qu'on a complètement besoin de savoir scientifique, mais quelque part plus que jamais. Enfin, je veux dire, compte tenu des bouleversements que les changements climatiques, effondrement des espèces, etc., enfin, passage des différentes limites planétaires nous crée une situation dans laquelle on a plus que jamais besoin absolument de savoir scientifique. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour que la manière dont ces savoirs sont enseignés et les usages en fait qui sont permis de ces savoirs soient beaucoup plus en correspondance avec le reste de la société. Et voilà quoi, de pas en rester à ce face-à-face qui est vachement stérile en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est vachement stérile en fait de dire toi tu connais rien, moi je sais, donc laisse-moi parler. Et l'autre qui dit mais toi tu es un scientifique, donc forcément tu es biaisé, donc forcément tu as tort, et donc c'est pas du tout. Enfin, il faut qu'on se sorte absolument de ce face-à-face en fait qui ne mène à rien. Et heureusement il y a plein d'autres exemples de gens qui font pas ça. Moi je sais pas, en ce moment je suis en train de travailler sur un territoire dans l'ouest de la France où il y a plein de sites hyper pollués, voilà, qui posent des problèmes de santé. Et en fait, je suis en lien avec, de manière confidentielle, avec quelqu'un qui me guide en fait, qui me guide par son savoir scientifique et surtout par son expertise en fait technicienne
c'est quoi telle industrie, qu'est-ce qu'elle rejette comme substance, c'est quoi les quantités acceptables. Et en fait, pardon, je ne vais pas faire un truc trop long, mais pour aller pour répondre de manière concrète, c'est que quand on a commencé à se parler avec cette personne, je lui dis voilà, on m'a conseillé de vous appeler parce que blablabla, et il m'a répondu ah oui, mais je vous connais, ouais, mais je lis vos articles, il me dit franchement c'est pas mal, mais franchement à des moments où vous vous faites balader, c'est pas possible. Hein. Et là je lui dis bah ouais, je sais, mais moi je connais je vois bien ma limite intellectuelle en fait. Et je dis bah il me dit non mais il me dit oui moi je vois aussi, et faisons une sorte de partenariat en fait. Non mais je le dis de manière peut-être un peu bizarre, mais c'était très c'était confraternel en fait. Et je me dis bah tiens voilà, ça c'est un exemple, mais j'en ai eu d'autres à d'autres moments d'enquête. Il y a un truc où il y a une complémentarité qui est possible, c'est-à-dire la culture et compréhension technicienne d'une personne qui va guider le ou la journaliste qui aura avec lui, qui aura pour lui à la fois la capacité de raconter, le média pour le faire, mais aussi dans l'oreille. Moi, dans l'oreille, sur cette enquête, j'ai les familles d'enfants qui sont malades, j'ai j'ai les gens qui critiquent la manière dont les pollutions sont mesurées, la critique des effets de seuil. Enfin bon, bref, là, on n'a pas le temps, mais du coup, quand je dis à l'écoute, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi être une sorte d'intermédiaire, quoi. Et, voilà. Donc, ça pour dire, je comprends tout à fait ce que vous dites sur la nécessité de votre savoir, la nécessité, en tout cas, l'utilité. Et donc, du coup, pour moi, ça résonne avec ce que je pouvais dire au début sur le fait que pour qu'une information soit indépendante, il faut le média soit capitalistiquement indépendant. Ben, j'imagine, vous, que le savoir que vous êtes en train d'acquérir soit utile écologiquement. Eh ben, il faut créer le cadre collectif qui permette votre indépendance de pensée et d'action. Et c'est pour ça que je pensais à cette histoire de syndicat, mais c'est complètement à développer.